Bonjour à tous, je suis Eric Leven, je suis journaliste pour Archimag. Bienvenue. Alors vous rêvez pas, hein, on n'est pas le 23, on est le 22, mais on a préféré faire cette conférence aujourd'hui parce que demain rien n'est garanti. Alors voilà, en tout cas on est bien le 22. Hein. Alors vous voyez le titre de la conférence, c'est Penser votre système d'archivage à très long terme. Pour en parler, deux personnes avec moi aujourd'hui. Dominique L'Hôpital, qui est business analyst chez Infotel. Bonjour Dominique. Bonjour. Et puis Florent Vincent, qui est product owner chez Thales. Bonjour. Bonjour à tous. Et donc vous verrez, on va illustrer ça par un retour d'expérience, celui de Florent qui vous racontera tout. Alors pourquoi se poser cette question de penser le système d'archivage à très long terme? Parce que généralement, vous comme moi, on ne sait pas où on sera, ce qu'on fera dans 20, 30, 40 ou 50 ans. Imaginez-vous 50 ans en arrière. Rappelez-vous des outils que vous utilisiez, des outils informatiques et de l'informatique même il y a 30 ans, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Est-ce que les formats utilisés aujourd'hui, est-ce qu'ils seront lisibles demain, dans très longtemps? Et comment on peut gérer tout ça? Enfin, il y a plein de questions à se poser. Et finalement, peut-être que beaucoup d'entreprises, et certains d'entre vous, se la posent pas vraiment. On veut archiver tout de suite et on ne se pose pas la question de la pérennité de tout ça vraiment dans le temps. Alors, avant de démarrer, une présentation quand même d'Infotel, Dominique, et de l'entreprise. Oui, très rapidement. Infotel est l'éditeur du produit logiciel d'archivage mets bien ton micro on va vous parler, très près de la bouche. Qui s'appelle Arxis. Infotel a aujourd'hui 44 années d'existence et c'est une société française. Le logiciel Arxis dont je vais vous parler a vu le jour en 2005, donc aujourd'hui 18 ans derrière lui. Je crois vraiment que tu es. Oui, encore plus près. Notre société fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, est essentiellement une société de services et nous avons un pôle logiciel dans lequel nous faisons 6 à 7 logiciels et pour un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros, en forte croissance d'ailleurs. Vous voyez ici la liste de nos références sur le produit Arxis. Bon, historiquement, nos références sont plutôt des références on-premise. Notre plus ancienne référence dans la liste doit être Bouygues Télécom. Depuis quelques années, il est vrai que le mode SaaS monte en puissance, mais on signe encore des affaires en mode on-premise. Sur l'ensemble des références, vous voyez que d'une manière générale, il existe deux types de références. Ceux qui sont dans les données techniques, et c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui avec l'expérience de Thales. Donc il y en a qui sont dans des missiles, dans l'avionique, dans des satellites, et ainsi de suite. Et il y en a d'autres qui manipulent des données de gestion, contrats, factures, bons de livraison, etc., d'une manière un peu plus traditionnelle. Donc on a les deux types de clients. Donc les missiles, c'est MBDA, c'est ça? Oui, missiles, c'est MBDA. Notre plus gros client est Belspo, c'est un des derniers en bas. C'est les archives scientifiques de la Belgique. Donc on archive chez eux 4 pétaoctets. Voilà pour les références. Alors, la question qu'on peut se poser avant de démarrer et que Florent nous explique et nous fasse son retour d'expérience, c'est quel est l'intérêt pour les entreprises de se tourner vers un SAE? Pour quel motif? D'accord, donc là je centre mon propos sur le secteur privé quand même, hein, parce qu'il peut quand même y avoir un certain nombre de différences secteur privé et secteur public. Pourquoi les clients du secteur privé archivent-ils? Essentiellement pour couvrir un risque. En fait, l'archivage est une forme d'assurance. Il existe un certain nombre de risques, des risques transversaux qui concernent tout le monde, la conservation de tel ou tel type de document. La fiscalité est un besoin transversal, mais il peut y avoir des besoins sectoriels. Thales vous parlera de besoins sectoriels, des conformités sectorielles. Donc c'est pour couvrir des risques que les entreprises archivent.
Donc c'est pas une obligation pour le secteur privé. On n'est pas obligé, mais c'est pour couvrir les risques qu'on le fait. Bah, ça peut être une obligation. La fiscalité est une obligation qui s'impose à tous. Si, il y a un certain nombre d'obligations qui pèsent sur les entreprises du secteur privé. C'est des textes de loi, donc on est obligé de les respecter. Mais pas que. La deuxième raison, c'est la préservation du patrimoine et du savoir-faire. Toutes les entreprises conçoivent des produits, donc ils ont besoin de conserver tout ce qui a conduit à cette conception, à la fabrication. La fabrication, par exemple, des puces électroniques, on est obligé de tracer tout ce qui est fabrication d'une puce. Le savoir-faire, pourquoi le savoir-faire? Parce que quelquefois, quand on entame la conception d'un nouveau produit, on ne repart pas d'une page blanche, on repart des produits antérieurs qui ont été conçus et on repart de ces produits-là. Donc il faut bien qu'on capitalise sur un savoir-faire. Donc ça, c'est la deuxième forte raison. La troisième est une raison corollaire, c'est que chez tous nos clients, quand on déploie une première application, peut-être par exemple pour la couverture de risque a l'avantage où on a systématiquement un budget et un temps très court pour le faire. Donc c'est souvent la première application par laquelle on rentre dans une entreprise. Et partant de là, on va se dire au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, finalement, tiens, on a une solution d'archivage qui marche bien. Pourquoi pas l'étendre à d'autres domaines qui ont souvent des vieilles applications d'archivage. C'est un monde dans lequel on décommissionne beaucoup d'anciennes applications, ce qui nous oblige à faire des migrations, des choses assez complexes, mais dans lesquelles on a un savoir-faire. Et on arrive finalement à avoir des clients qui ont des dizaines, voire des centaines d'applications qui se déversent sur une plateforme qui est une plateforme mutualisée, finalement, une plateforme d'entreprise qui conserve tous les documents, et pas seulement, je vais vous parler autre chose que de documents derrière, de l'entreprise. Et justement, vous me disiez qu'il y avait un client dans l'assurance ou la mutuelle qui avait plus de 600 applications qui déversaient. Je pense que le client qui en a le plus, on n'est pas toujours très au courant du nombre, parce que les clients, après, ils les déploient sans forcément nous tenir informés. Le client qui a développé le plus d'applications, à mon sens, que je connaisse, c'est 678. Donc ils ont remplacé absolument tous les vieux systèmes d'archivage, ils ont mis toutes les chaînes de fiscalité, et il y en a énormément au niveau du groupe, donc il y en a énormément. Je vais vous parler maintenant de la gestion des objets numériques. Donc objets numériques, vous l'avez vu, pour tous ceux, et ils sont nombreux, qui connaissent la nouvelle rédaction de la norme 42013, le mot objet numérique a plus ou moins remplacé le mot document dans la norme. Nous, on emploie ce terme objet numérique depuis l'origine du produit en 2005. Qu'est-ce qu'un objet numérique? Finalement, comme je le dis souvent à mes clients, c'est une brouette de bytes, tout simplement. Cette brouette de bytes, a priori, on ne sait pas forcément ce que c'est. Elle ne prend un sens que par rapport à l'application versante. Donc cette boîte de bytes peut être quelque chose de complètement identifié, connu par tous, c'est une facture. Oui, c'est une toute petite boîte de bytes. Mais ça peut être aussi, on parlait tout à l'heure d'un client qui archive des tirs de missiles. Et ils ont des objets qui représentent jusqu'à 15 téraoctets. Vous voyez, c'est quand même des choses particulières et qui ont rien à voir avec un document. Donc dans le produit, on sait archiver finalement tout et n'importe quoi, qui n'a un sens que pour l'application versante. Et quelle que soit la taille, je viens de donner une taille énorme, quel que soit le format des objets, ce qui ne veut pas dire qu'on se moque des formats, pas du tout, j'y reviendrai, au contraire c'est très important, mais a priori, on sait archiver tout style de format. Devant un système qui sait archiver un peu tout et n'importe quoi, il y a lieu effectivement de compartimenter de façon à ce que les objets hétéroclites ne se mélangent pas les uns aux autres et que l'on puisse établir des règles. Donc tout ça effectivement est embarqué dans le produit. On sait embarquer des référentiels de conservation, des règles de record management,
de la confidentialité, de la disponibilité, des gestions de stockage divers et variés, y compris localisés à des endroits différents. On a un client qui archive sur 4 continents. Donc on sait faire ce genre de choses aisément. Alors on parlait justement de la norme Z42013. Est-ce que dans cet environnement du SAE, il y a d'autres normes? Et c'est quoi le paysage normatif de l'archivage électronique? Eh bien, déjà, on n'exerce pas qu'en France. On exerce à l'étranger. Et on s'est rapidement rendu compte que quand on passait la frontière française et qu'on parlait de normes AFNOR, on était en général pas très bien reçu, ce qui est finalement un peu normal. On parle facilement d'arrogance française. Donc oui, il faut aussi savoir s'intéresser aux normes qui sont en vigueur dans d'autres pays. Et c'est un travail important parce que bon, on n'a pas la prétention de couvrir toutes les réglementations du monde entier, mais dans le monde entier, il y en a plus de 30 000 qui imposent la conservation, donc c'est énorme. Et donc c'est vrai qu'on s'inspire beaucoup des réglementations européennes quand même, hein, parce que si on prend la valeur probatoire dans tous les pays, dans les 27 pays de la communauté, il y a quand même beaucoup de points communs, il y a aussi quelques différences, mais beaucoup de points communs. Donc on s'intéresse énormément aux normes ISO, hein, puisque celles-là au moins, elles peuvent traverser les frontières. Faut reconnaître quand même que dans les autres pays, on nous parle beaucoup moins de normes qu'en France. La France est le pays de la norme, hein. On aime la norme en France. Et au niveau des certifications, il y en a... Alors, au niveau des certifications, bon, en tant qu'éditeur, évidemment, on dispose nous-mêmes de certaines certifications, mais beaucoup de nos clients veulent être certifiés. Alors, des certifications qui sont différentes, hein. On a des certifications, on a eu, ça ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui, mais des certifications confidentielles défense, par exemple. Bon, la NF 461, évidemment, je pense que tout le monde connaît. Donc on aide nos clients en fait à se certifier et on aime bien quand nos clients veulent se certifier parce qu'il y a un certain nombre d'audits, on arrive même à tomber quelquefois sur quelques bugs qu'il faut corriger. Donc c'est quelque chose, on assiste nos clients pour les certifications qu'ils voudraient acquérir, des certifications qui sont quelquefois sectorielles d'ailleurs, donc qui sont assez méconnues. Très bien, merci Dominique pour cette intro. Alors je me tourne vers vous, Florent Vincent. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter Thales? Parce que moi, je ne sais pas vous, hein, dans le public, mais moi je me dis oui, je connais le nom. Par contre, ce qu'ils font chez Thales, j'avoue que au départ, je pataugeais un peu. Oui, tout à fait. Bon, bonjour à tous. Donc je vais donner quelques informations clés. Après, je rentrerai un peu plus dans le détail sur nos domaines. Donc on est un petit peu plus gros qu'Infotel, un peu plus de monde. On est vraiment sur ce qu'on appelle nous les hautes technologies. Donc beaucoup d'innovation, hein, on consacre 1 milliard par an autour de la R&D. Et une présence, nous aussi, on est un peu à l'international, dans 68 pays. Donc les chiffres sont tout récents, hein, ils datent de 15 jours. Mais ce qui est, je pense, intéressant, c'est plutôt aller sur nos domaines. On a 5 grands domaines, on va dire, sur lesquels on est. Donc si je prends en haut à droite les transports, on va être sur tout ce qui est signalisation, la communication, la billettique. Au niveau de l'espace, ça aussi c'est facile, on va dire, à voir ce qu'il y a derrière. Bon, on va être sur des satellites, du transport spatial, tout ce qui concerne, on va dire, des infrastructures qu'on appelle orbitales et autres. Ensuite, au niveau aéronautique, ça c'est un gros secteur chez nous. On va gérer aussi bien l'aspect trafic aérien que tout ce qui est embarqué, on va dire, dans l'avion. Ce qui prouve enfin, qu'on est sur des systèmes qui vont être dans les cockpits ou dans les équipements pour gérer le vol, pour gérer aussi bien le réservoir, etc. etc. quoi. Donc ce qu'on appelle la connectivité pour pouvoir relier tous les équipements au calculateur, ce qu'on appelle le calculateur central, qui lui permet d'avoir une visibilité générale et d'afficher les informations pour les pilotes. Ensuite, défense et sécurité. Notre but, c'est d'offrir des systèmes de protection, aussi bien au niveau d'un État, d'une ville, pour pouvoir derrière, donc notamment beaucoup de systèmes d'information critiques, parce que c'est des systèmes assez complexes,
et offrir ce qu'on appelle système de commandement et autres. Enfin, beaucoup de systèmes, toujours pareil, hein, c'est le maître mot qu'on utilise chez nous, d'autres technologies, parce que systèmes complexes qui sont, on va dire, qui sont composés de énormément d'informations. On manipule beaucoup d'informations, donc on va en parler justement après pour les archiver derrière. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des systèmes et de pouvoir maîtriser le contenu de ces systèmes. Et le dernier point, c'est sur ce qu'on appelle l'identité, la sécurité. Ça peut être aussi bien autour de la biométrie, autour de tout ce qui est documents sécurisés, le cloud, le cryptage, enfin, toutes ces notions, on va dire, autour de l'identité et la sécurité numérique. Et donc, quand on travaille dans ces domaines, forcément, pour Thales, il faut un SAE pour couvrir à la fois les risques dont on parlait, la conformité, la traçabilité, pour plein de besoins, j'imagine. Tout à fait. Donc justement, avant d'introduire vraiment la notion d'archivage, alors pour certains c'est peut-être très évident, mais je vais rappeler quelques concepts, notamment sauvegarde versus archivage. Ce sont vraiment deux concepts qui n'ont rien à voir. Souvent les gens confondent un peu les deux. Quand on parle de sauvegarde, c'est vraiment une activité pure du système d'information technique. C'est j'ai un système et tous les soirs, de manière générale, je sauvegarde les données dans un espace et j'ai besoin de restituer les données si mon système crache. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une activité de ce qu'on appelle du système d'information. Et quand vous êtes dans le cloud, c'est la même chose. Le provider qui vous fournit un service de cloud, il a aussi lui-même ses propres sauvegardes pour pouvoir récupérer les données en cas de crash d'un disque ou de son système. L'archivage, lui, a une toute autre optique. C'est vraiment par rapport à un besoin métier, par rapport à ce qu'on appelle l'information qui engage l'entreprise. On parle vraiment d'information engageante. J'envoie quelque chose à un client, à un sous-traitant. Souvent, il y a une signature derrière et ça m'engage pour 1 mois, pour 3 mois, voire pour tout un contrat sur des dizaines d'années. Eh bien, je suis engagé et donc l'information engageante, je dois pouvoir la conserver de manière intègre et fiable. Donc il y a vraiment une notion de responsabilité liée au métier et ça se traduit par ce qu'on appelle un référentiel de conservation qui va définir, suivant la typologie de l'information manipulée, à quel moment je dois l'archiver, combien de temps. Et donc ça peut être des durées très très longues, mais c'est important d'avoir ce document qui stipule vraiment tout ce que l'on doit faire, mais ça dépend vraiment de chaque métier. Et même au sein de Thales, on a pu voir, on fait de tout. Documents comptables, des documents, on va avoir certaines lois qui vont dire combien de temps je dois le garder, les factures, etc. Par contre, sur des documents plus techniques, on va avoir d'autres contraintes qui vont nous dire combien de temps on va devoir stocker l'information. D'ailleurs, petit aparté personnel, lors de mon entretien d'embauche chez Archimax, c'était il y a 7 ans, la mise en situation, c'était ça. C'était quelle est la différence entre sauvegarder et archiver. Alors j'ai dû avoir bon parce que je me retrouve là aujourd'hui. Visiblement, vous n'avez pas suivi mon cours à l'époque. Après, une fois qu'on a vu l'aspect sauvegarde, il y a vraiment cette notion de cycle de vie de l'information pour arriver vraiment à ce qu'on appelle le SAE, le système d'archivage électronique. Alors, on identifie de manière générale 3 grandes étapes pour le cycle de vie de l'information. D'abord, j'élabore mon information. Ça peut être dans un système aussi bien un Word ou bien dans un système métier. Ensuite, je le mets ce qu'on appelle en référence. Donc ça peut être mon espace documentaire où j'ai publié une note de promotion du chef de service, ou ça peut être un contrat. Et donc c'est mon espace de référence, mon document a été validé, et c'est l'espace qui fait foi pour travailler. Mais c'est mon document de référence, ce qu'on appelle opérationnel. À côté de ça, j'ai peut-être des contraintes, on va regarder un peu plus loin, sur mes exigences au niveau de l'archivage, et à un moment donné, mon document qui a été validé, je vais le déposer dans mon espace d'archivage. Il faut bien voir que plus mon document est valide, enfin dès que mon document est valide, je suis en capacité à l'archiver. Et il faut bien voir qu'il y a en fait 2 lignes en parallèle, mon espace métier, et j'arrête, on va dire, d'utiliser mon document tant que je n'en ai pas besoin au niveau vraiment opérationnel. En revanche, à côté de ça, j'ai mon système d'archivage qui, lui, a une durée de vie, donc régi souvent donc, par ce fameux référentiel de conservation, mais en parallèle. Donc en fait, ce n'est pas, souvent on entend dire,
j'ai plus besoin de mon information, je l'enlève de mon système et j'archive. C'est pas ce qu'on appelle chez nous de l'archivage, puisque mon information opérationnelle, je peux en avoir besoin pendant 10 ans. Or, j'ai un risque de perdre mon information dans mon système de référence, pour une raison X ou Y. Le système d'archivage, lui, a cette vocation unique, n'est pas simplement de stocker l'information de manière intègre sur parfois du très long terme. Voilà, donc c'est important de bien séparer les deux informations entre cette ligne vraiment de espace métier et espace d'archivage. Alors, je suis peut-être allé un petit peu vite tout à l'heure sur les origines du projet. C'est quoi l'historique alors de ce projet d'archivage, de ce système d'archivage? Comme on l'a vu au début, Thales travaille pas mal autour de la défense et l'aéronautique. Et il existe beaucoup de normes que l'on doit respecter. Donc soit lorsqu'on fait du software ou ce qu'on appelle du hardware. Donc par exemple le software, c'est ce qu'on appelle les standards RTCA. Donc la DO 178 pour tout ce qui est software et la 254 pour tout ce qui est hardware. Et au-dessus de ça, par exemple, on a la 9130 qui va nous donner des durées de conservation à imposer suivant la typologie. Je vais y revenir pour donner un exemple précis. Et donc nous, on est pour obtenir nos certifications, parce que derrière notre logiciel, c'est ce qu'on appelle des logiciels critiques qui vont être dans un avion. C'est pas un bout de code qu'on développe comme ça et qu'on envoie et qu'on va poster dans l'avion et puis c'est fini. Derrière, on dit critique parce que potentiellement, s'il y a une défaillance, ça peut poser un problème au niveau de l'avion et donc dès qu'il y a un risque notamment de perte humaine, la criticité est de plus en plus importante. Et donc le système qui est derrière est de plus en plus doit contrôler l'information de plus en plus. Donc on avait vraiment ces deux notions de pouvoir gérer nos données de manière très très stricte. Donc c'est ça qui a donné naissance il y a très longtemps, on va dire, au besoin d'archiver l'information. Après, les métiers aussi ont dit pour faire du support long terme ou bien pour faire de la réutilisation. Donc on parlait un peu du savoir-faire, de tout ce qui était vraiment la partie vraiment connaissance. On peut avoir des besoins sur du long terme à conserver des informations. Donc c'est ça en fait nos besoins qui ont fait que, alors avant le précédent système, vers les années 2010-2013, on s'est rendu compte qu'il commençait, on va dire, à souffrir lui aussi. La robotique, on utilisait des robots donc fatigués, il n'y avait plus de maintenance logicielle, d'où le choix en 2013 de l'outil donc d'Infotel ARC6 que l'on a déployé, on va dire, de manière opérationnelle en 2014. Donc voilà, donc on va bientôt fêter nos 10 ans. Et puis il y a d'autres éléments qui conditionnent aussi ce choix au sein de Thales. Oui, on observe comme tendance de manière encore plus récente, comme toute entreprise, notamment un groupe comme le nôtre, il y a des sites qui déménagent, et à chaque fois qu'un site qui déménage, on peut aller vers une gestion, on va dire, un peu plus réduite, on va dire, des surfaces. Donc là, on avait 5 armoires, on n'a plus que 2 armoires. Donc les 3 armoires, il faut faire du tri. Souvent, les données vont vont être mises à la poubelle, on va dire, soit être migrées dans un espace, soit la plupart du temps aussi archivées. Donc on peut avoir des centaines d'armoires à archiver, à numériser et après envoyer dans le système d'archivage. Autre point, on utilise des applications. Et comme toute application, elle n'a pas vocation à durer 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc au bout de 10 ans, par exemple, on est amené à faire une migration vers le nouveau système. Donc des données sont migrées vers le nouveau système, des données sont détruites et des données sont mises dans le système d'archivage. Donc un deuxième flux d'informations, sachant qu'en dehors de ces flux, on remarque de plus en plus des formats et des besoins, on va dire, en volumétrie de plus en plus importants. On rencontre régulièrement des documents, des fichiers, comme on a dit, des objets électroniques de 100 gigaoctets. Donc ça ne vous dit pas grand-chose peut-être, mais ça commence à faire des gros objets documentaires avec beaucoup d'informations dedans. Et on nous demande d'archiver ça sur de longues périodes. Donc notre activité, on va dire, au niveau d'archivage, on va dire, est de plus en plus exponentielle. Et donc, alors, cette problématique, cette approche de l'archivage sur le long terme, comment vous y avez répondu ?
Effectivement, pour reprendre la 9130 dont on a parlé précédemment, c'est une norme toute simple, hein, elle fait à peine 10 pages, mais elle liste. Donc, par exemple, j'ai pris un exemple sur un modèle de CAO, donc conception assistée par ordinateur. Donc, en gros, vous voyez classiquement, hein, vous pouvez imaginer ça pour un téléphone en 3 dimensions, avec toutes les informations vous avez les cotes, la description en composants. Donc, imaginez la même chose pour un équipement un peu plus gros. Ça peut être un calculateur, ça peut être un radar, ce genre de choses, donc avec des centaines de composants. Eh bien, cette norme-là nous dit, vous devez garder l'information de manière toute la durée de vie opérationnelle, et on rajoute en plus 6 ans. Donc, ce qu'on appelle la durée de vie opérationnelle, la VDP. Et donc, concrètement, si on prend des exemples, on peut parler de plus de 50 ans. Je prends toujours l'exemple du Rafale. On en parle, ça a l'air d'être un système récent. Pour information, le design du Rafale, c'est les années 80. On a commencé le design du Rafale dans les années 80. Donc, voilà, et là, on commence presque, on continue d'en vendre et on considère que c'est notre dernier système le plus récent. Donc, on est vraiment sur des problématiques de très très long terme. D'où le besoin, qui est valable pour tout système d'archivage. Hein. J'en ai pris trois zooms qui me semblent intéressants. C'est ce qu'on appelle garantir l'intégrité, c'est-à-dire que l'information que je dépose, je la retrouve. Du moins, je la remets à disposition de manière intègre, c'est-à-dire que c'est la même chose. Après, pour la retrouver, c'est le deuxième sujet, il faut que je puisse retrouver l'information. Et ensuite, comme on a vu, par rapport aux volumétries que l'on manipule, si on est sur de long terme, les volumes augmentent de plus en plus. Voilà. Donc l'idée, c'est de voir un peu maintenant un point sur ces trois thèmes, pour rentrer un peu plus en détail, on va dire. Donc sur l'intégrité, ce qui arrive souvent, ce sont des systèmes, comme on a vu, de référence. Donc ça peut être un outil de gestion documentaire, ça peut être un outil de logistique, ça peut être un outil comptable, tout ce qu'on veut, va déverser, donc c'est ce qu'on appelle une application versante, des informations dans le système d'archivage. Première chose souvent qu'on demande, ça va être le système versant qui lui-même va garantir l'intégrité au plus tôt avec une notion, ce qu'on appelle d'empreinte. Alors une empreinte, c'est comme l'empreinte humaine. Normalement, il y a ce qu'on appelle une bijection, ça veut dire à une empreinte donnée, derrière, il n'y a qu'une seule personne. Là, c'est pareil. Un fichier, à une information donnée, il n'y a qu'une seule empreinte. Donc le principe est relativement simple. Quand je calcule mon empreinte, on va dire, l'application versante va calculer l'empreinte, va l'envoyer avec l'information au système d'archivage. Le système d'archivage va faire déjà un contrôle avant de l'entrer dans son système. Il va recalculer l'empreinte, il va vérifier que les deux empreintes correspondent. Si elles correspondent, ça veut dire que déjà mon information n'a pas été perturbée depuis l'émission. Et ensuite, il va prendre la donnée, il va l'archiver. Et donc mon système archive donc l'information, mais aussi archive l'empreinte. Ce qui fait que, de manière régulière, c'est ce que j'ai mis après dans la suite, on va pouvoir faire des vérifications. Donc par exemple, tous les mois, je vais vérifier mes millions d'archives, je vais recalculer l'empreinte et vérifier que mon information est toujours intègre. Et pareil, lorsque quelqu'un va aller chercher l'information et me la demander, je vais rechercher l'information, calculer l'empreinte et lui présenter. Donc je lui garantis que depuis le début, entre le moment où la donnée a été versée jusqu'au moment où je lui ai présente, l'information n'a pas été modifiée. Donc ce qui permet d'être quand même quelque chose de stable et a priori ce que n'offrent pas les autres systèmes. Un système de GED, souvent on lui dit j'archive dans ma GED, ça ne veut rien dire. Un système de GED n'insère pas du tout cette notion d'intégrité. C'est vraiment ce qui est propre à un système d'archivage. Et on peut avoir aussi d'autres, alors un peu plus techniques, ce qu'on appelle l'écriture en Y, c'est-à-dire que quand j'archive à deux endroits différents. Et ce qui me permet, si par malheur, on va dire, sur un des sites géographiques numéro 1, ma donnée, elle est corrompue, parce que j'ai calculé ma fameuse empreinte, elle n'est plus conforme, je vais aller sur le deuxième site et pouvoir faire la même chose. Après, on peut avoir 3 sites, 4 sites. Après, c'est une notion de risque, de savoir l'importance d'avoir N sites. Hein. L'idée, c'est la probabilité pour que 2 sites tombent en même temps, elle est très très rare. Un site, ça arrive, 2 sites, c'est quand même très très rare. Donc voilà. Après, je ne vais pas parler, mais quand même, juste le dernier point sur l'aspect
document signé. Lorsqu'un document est signé, on utilise ce qu'on appelle un certificat qui est valable quelques années, 3 ou 5 ans. L'idée de le mettre dans un système d'archivage, pour 10 ans ou 20 ans, on peut se poser la question de l'intégrité et l'authenticité de mon document. Mais un système d'archivage va apporter, parce qu'on appelle soit un cache serveur ou un système de redatage, va pouvoir, on va dire, certifier que mon information n'a pas été modifiée depuis, on va dire, que mon certificat, ma signature est périmée. Donc c'est quelque chose d'intéressant parce que ça permet de prolonger en quelque sorte la signature. Donc, ça c'était le premier point sur l'aspect intégrité. Le deuxième, sur donc retrouver l'information. Alors pour retrouver l'information, déjà, il faut que mon système d'archivage soit disponible. Et comme on l'a vu sur le précédent, il y a la notion de réversibilité. Je ne l'ai pas noté là, mais c'est un point important. Et c'est aussi un des choix qu'on a fait lorsqu'on avait discuté avec l'éditeur. Il nous a dit tout de suite, moi je vous garantis une réversibilité. C'est-à-dire que si nous on disparaît, ce qui est rare chez un éditeur de parler déjà de ça, mais ils ont été justement assez honnêtes pour nous dire, eh bien vous avez toutes les clés pour pouvoir récupérer l'information de manière simple et le réinjecter dans un nouvel outil. Parce que le passage d'un système d'archivage à un autre, il faut qu'il soit pris en compte dès le début pour que dans 20 ans et qu'on a des millions d'archives, pouvoir faciliter, on va dire, le transfert et de garantir l'intégrité du passage du système d'archivage A au système d'archivage B. Donc, supposons que notre système d'archivage fonctionne, on y accède, mais justement pour y accéder, a priori, on a des droits d'accès. Ça le semble tout bête, mais dans 20 ans, moi je ne serai plus là. Enfin, a priori, même à la retraite, a priori, j'y serai plus. Donc mes successeurs doivent pouvoir gérer l'accès à différents, ce qu'on appelle des conteneurs, dans le système d'archivage. Ça se fait souvent par le droit d'accès, même s'il y a des groupes, derrière il y a des personnes. Donc il faut gérer sur le long terme l'accès aux données. Typiquement, éviter de mettre des groupes organisationnels. Le service A, service B, il n'y a absolument aucune chance que service A, service B existe dans 5 ans, dans 10 ans, alors dans 50 ans, n'en parlons pas. Donc il faut mettre vraiment des services opérationnels. Je vais notamment par rapport à des domaines. Je gère n'importe quoi, je gère des systèmes autour d'un aéroport, et bien je vais avoir gestion de l'aéroport. Donc ce n'est pas lié à mon organisation, mais c'est vraiment lié à l'information que je vais manipuler. Donc si par hasard je vends en plus mon activité aéroport, je vais pouvoir extraire cette information et l'extraire et la donner éventuellement à la personne à qui je vends. Mais pareil pour les accès. Je vais pouvoir avoir ce qu'on appelle un référent qui a une connaissance de ce domaine donc de gestion de l'aéroport et qui va pouvoir gérer les accès. Et donc le gérer sur le très long terme. Supposons donc que les droits d'accès fonctionnent. Après, il faut que je retrouve l'information. Parce que quand je rentre dans mon système d'archivage, j'ai 1 million ou 10 millions d'archives. Donc on utilise ce qu'on appelle les mots-clés. On l'a dans les systèmes de GED, c'est assez classique, mais un peu différent. Un système de GED, c'est de l'information vivante. Là, c'est sur le long terme. Donc encore une fois, je n'ai pas retrouvé mon information par rapport au service qui gérait à l'époque la donnée. Encore une fois, je vais essayer d'avoir des listes d'informations qui sont pérennes dans le temps. Pas non plus le nom du site. La donnée a été gérée dans mon site, j'étais à Elancourt, dans 10 ans, je serai peut-être à un autre endroit. En revanche, la donnée, encore une fois, je vais mettre un tag lié, c'est une information liée à un aéroport. C'est lié à un contrat avec tel client, donc un numéro de contrat. Des informations qui sont fiables, qui vont me permettre d'être une clé de recherche. J'arrive, parcours du combattant, à récupérer mon archive, je suis content. Et là, j'ai un fichier qui s'appelle toto.glurp. Et je clique dessus et il me dit je ne sais pas ce que c'est glurp. Donc il faut aussi penser au format. Donc Infotel est très au fait de ces problématiques-là. Donc au niveau organisationnel, on essaye de restreindre ce qu'on appelle à utiliser des formats pérennes. Je prends toujours l'exemple, 50 ans, revenez en 50 ans en arrière. Donc si je calcule bien 1973, Microsoft n'existait pas. Et 75, je crois, ils ont créé Microsoft. Donc, évidemment, Office n'existait pas, Excel n'existait pas, etc., etc. Donc, si j'archive un document en Excel même il y a 10 ans, en Excel 98, qui a des macros, etc., donc imaginez de l'ouvrir dans 20 ans. Donc, le plus possible, utiliser des formats pérennes. Donc, essayer d'avoir des identifications de formats très précises. Même, donc on parle évidemment du PDF,
qui sont sur des formats ouverts, normalisés, donc auxquels on peut accéder. Donc dès qu'ils sont ouverts, on a la possibilité, comme on a la spécification, éventuellement de refaire des outils, supposons qu'ils n'existent pas, on serait capable de refaire des outils qui pourraient lire l'information. Alors que si j'ai un format propriétaire, je prends l'exemple, votre message dans Outlook, .msg, c'est du propriétaire. Donc on a de la chance, c'est le format populaire, mais dans 50 ans ou 60 ans, je vais ouvrir un .msg, Outlook n'existera peut-être plus, ben, je ne saurais peut-être pas ouvrir ce fichier-là, qui est en format binaire. Si je l'ouvre, là, c'est que des signes que je ne comprends pas. Alors que si j'ai un format qui n'est pas propriétaire mais ouvert, je suis en capacité à pouvoir ressortir l'information. Parfois, on n'a pas le choix. Le principe, c'est d'avoir deux formats. Mon format source propriétaire et à côté de ça, un format plus visible. Format visible, bah, ça peut être du PDF avec éventuellement de la perte d'informations, mais qui permet au moins de savoir ce que j'ai dedans et faire ce qu'on appelle du rétro-ingénierie pour pouvoir éventuellement retrouver mon information. Tout dépend aussi du besoin d'archivage, si c'est de la réexploitation ou si simplement d'avoir un tampon comme quoi j'ai archivé cette information-là. Le dernier point, c'est que même si j'ai un format assez standardisé, je peux avoir à faire de la migration au niveau de mon archivage. Mais si mon document avait une empreinte, si je le migre dans un autre format, l'empreinte ne sera plus la même. Donc c'est pour ça que c'est le système d'archivage lui-même à qui je confie le contrôle de la migration. On va migrer dans un autre format, je vais réarchiver, mais je vais conserver l'ancien format, c'est ce qu'il faut normalement, avoir le nouveau format et lier les deux. Comme ça, j'ai toute la traçabilité et comme ça, je suis en capacité à prouver que mon format d'origine, c'était bien celui-là et j'ai gardé la trace de mon nouveau format. Pour être franc, pour l'instant, on n'a pas fait ça. On n'a que 10 ans ou 20 ans, on a sur du PDF, ça va aller. Mais bon, je reviendrai dans 30 ans pour travailler sur ces sujets-là. Donc il faut bien voir que ça peut aller très très loin sur cette notion de gestion de format. Et donc le dernier point, gérer la volumétrie. Donc la volumétrie, effectivement, auparavant on parlait de téraoctets, ça commençait à faire beaucoup de choses. On commence à parler de pétaoctets, donc 1000 téraoctets. Ça commence à faire vraiment des grosses volumétries. Donc pour limiter, on peut travailler sur deux axes. D'abord, limiter le flux d'entrée. Donc limiter un flux d'entrée, c'est pas simple. Sur le papier, c'est simple. C'est toujours le fameux référentiel de conservation. C'est d'archiver que ce qui est nécessaire. Ça paraît tout bête et évident. Mais les gens n'ont pas forcément le temps, etc. Donc, ils ne savent pas trop. Le classique, au cas où, je ne sais pas, c'est comme chez nous, lorsqu'on archive, on met dans une... Je ne sais pas ce que c'est ces papiers, je mets tout dans mon dossier et je mets ça au grenier. Donc là, les gens ont tendance à faire ça, alors que s'ils ouvraient, il y a peut-être 2 pages intéressantes et tout le reste, c'est la communication, c'est la page qui ne m'intéresse pas et j'ai qu'une seule information à archiver. Là, c'est le même principe. Si moins on archive de choses, moins on a de volumétrie. Gérer la durée de conservation, parce que souvent, je ne sais pas trop, donc je vais mettre 60 ans, mais peut-être dans ces 60 ans, il y a une partie plus commerciale, et donc là, c'est peut-être que 30 ans, et une autre partie plus technique, où là, c'est plus long terme. C'est intéressant d'avoir une durée de conservation plus propre. Voir petite subtilité, dans l'exemple que j'avais cité, la durée de conservation, c'était la durée opérationnelle. Je ne la connais pas, en fait, au moment de l'archivage. Donc dans les systèmes SAE sophistiqués, comme celui évidemment d'Infotel, on a la possibilité de ne pas mettre la durée de conservation. On dit que c'est par rapport à un événement, mais l'événement, je ne le connais pas. Et dans 10 ans, je vais dire par exemple fin de vol de l'A350, Airbus A350, vendu à la compagnie Air France, et bien là, je vais pouvoir taguer et je vais pouvoir dire, ça sera par exemple... En 2025, on rajoute encore les fameux 6 ans, donc au 1er janvier 2031, mon information va arriver à son terme. Et c'est ce qu'on appelle le sort final, où là souvent, on déclenche un workflow qui va dire, a priori, je supprime l'information, puisque j'ai atteint la durée de vie de mon information au sens archivage du terme, et que comme nous on est privé, on n'a pas d'obligation de verser aux archives historiques. Normalement, c'est le stade ultérieur. Ça, c'est l'aspect organisationnel. Si on va sur l'aspect technique,
on se rend compte qu'on peut optimiser le stockage. Alors c'est très technique, hein, donc c'est lié souvent au support. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des formats de support de ce qu'on appelle le device de plus en plus complexes. C'est-à-dire au premier niveau, c'est ce qu'on appelle des disques tout bêtes. Donc ils sont rapides, mais ça coûte cher et on est sur des volumétries plus ou moins faibles. Et après, on peut aller derrière à des bandes, à des choses comme ça, à des systèmes très complexes qui coûtent plus cher éventuellement, mais qui ont des capacités très très fortes. Et donc ça, on est capable de gérer ce cycle de vie. Là, c'est la technique pour transférer l'information de système en système. Voire aller, alors j'ai cité juste le S3, c'est un détail, mais c'est Amazon qui propose un protocole qui est maintenant utilisé sur d'autres systèmes pour gérer vraiment de la volumétrie et ce qu'on appelle des classes de services sur différentes périodes. Et là, on est sur effectivement des données à du pétaoctet de données pour pouvoir avoir des performances correctes. Donc ça, c'est l'aspect optimisation. Et puis aussi un aspect technique, on peut faire de la compression. Quand j'ai un pétaoctet de données que je gagne 10%, ça me fait quand même gagner 100 téraoctets. Donc 100 téraoctets, c'est quand même pas négligeable. Donc voilà quelques exemples, quelques axes, on va dire, sur ce sujet-là. Donc en conclusion, lorsqu'on parle de préservation long terme, on voit bien c'est pas simple, on a des axes de réponse, beaucoup de travail en amont. Plus l'information est propre, on va dire, dans mon système d'information, dans mes systèmes de versement, plus je verse de manière propre, plus est identifié, et plus, on va dire, je peux gérer facilement l'information. Et dernier point, si ça vous intéresse, on est un club qui s'appelle le CER2PA, qui est un club, une association professionnelle, et on travaille sur tous ces sujets-là, autour du management de l'information, dans l'archivage, etc. etc. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations. Et j'en ai fini. Eh bien, merci Florent pour toutes ces explications. Alors Dominique, un mot de conclusion sur peut-être deux éléments à retenir. Les deux éléments qui me tiennent à cœur quand on fait de la préservation à très long terme, c'est la pérennité. Bon, la pérennité, en général, quand on en parle à la clientèle, on a l'impression que ça passe au-dessus des têtes sans qu'on rencontre un auditoire. Notre plus ancien client a aujourd'hui 18 ans et il ne parle pas de s'en aller. En 18 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Bon, la problématique de base, conserver de l'information à moyen long terme, c'est sûr que ça n'a pas changé. Mais pour arriver à être toujours chez nos clients 18 ans après et d'être toujours là et bien là, il a fallu tout faire changer. L'architecture, en 18 ans, elle a changé 3 fois déjà. Donc ils ont changé de serveur, ils ont changé de version, ils ont changé de base de données, ils ont tout changé. Voilà. Mais jamais il y a eu un arrêt du système supérieur à quelques heures. Jamais. Donc nos clients, ils peuvent tout changer. Ça ne pose aucun problème pour nous. Oui, des nouvelles applications sont versées au quotidien avec des nouveaux formats, des nouveaux volumes. Florent a déjà parlé de volume. Effectivement, la problématique du volume s'est posée pour nous il y a quelques années, où des clients qui faisaient de l'archivage de données mortes, somme toute, sont venus vers nous en disant bah, finalement maintenant on veut faire de l'archivage mais de données vivantes. Qu'est-ce que ça change? Ça change qu'au lieu d'avoir quelques consultations par jour, eh bien, on arrive maintenant à en avoir 300 par seconde. Et des changements comme ça, évidemment, c'est complètement perturbant. Il a fallu tout changer le système pour pouvoir y faire face. La pérennité, si on lit la norme 42013, c'est marqué pérennité, finalement, c'est l'assurance de la maintenance du code. Ok, alors ça c'est complètement insuffisant. Il faut noter que chez nous, en proportion sur 10 développeurs qui travaillent sur le produit, 3 seulement travaillent à la maintenance du code. Les 7 autres, ils travaillent à quoi? Au développement de nouvelles fonctionnalités. Donc la maintenance du code, c'est bien, c'est même essentiel, on va dire. Mais c'est loin d'être suffisant. Et si on ne fait que de la maintenance du code, on tombe dans quelque chose qui arrive
dans beaucoup de systèmes d'archivage, ça s'appelle l'obsolescence. Et on finit par prendre la porte parce que notre système ne répond plus aux besoins, tout simplement. Donc la maintenance du code, c'est pas suffisant. Le deuxième point, la gestion des formats, Florent, voilà. on a parlé. On en a déjà parlé, donc je vais dire un peu la même chose. Il existe aujourd'hui à peu près 6000 formats. D'accord. C'est assez marrant de répondre à un appel d'offres. Je trouve toujours c'est toujours très drôle. Les questions qu'on a, c'est savez-vous gérer les formats et si oui lesquels. Donc en général, voilà, c'est pas plus précis que ça. Donc on dit 2-3 banalités sur le PDF et compagnie, et en général on s'en sort. Et puis on a une deuxième question, c'est savez-vous convertir les formats? C'est très important, et il y a souvent marqué oui, non. Donc vous cochez oui et vous êtes peinard. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Quand je dis qu'il y a 6000 formats, bon, des clients nous parlent du PDF, évidemment, il faut savoir qu'il existe 32 types, sous-types de PDF. Donc, même si je coche la case PDF, j'ai toujours rien dit, quoi. Hein, on est bien d'accord. Donc, tout ça est important, et se retrouver avec des milliards d'archives sans savoir ce que c'est, parce que finalement, ne pas gérer les formats, c'est ça. C'est que ça poursuit la brouette de bytes dont je vous parlais tout à l'heure, sauf que la brouette, je ne sais pas ce que c'est, quoi, à terme. Et au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, si je ne sais même pas si mon format est valide, par quoi va-t-il pouvoir bien être lu, bah, ça ne sert à rien. En fait, la question, c'est à quoi bon conserver autant d'années si les archives s'avèrent illisibles à terme. Donc, tout ça, c'est particulièrement important, et j'attire votre attention sur ce point-là, et relisez la 42013 sous cet aspect-là, vous allez voir que c'est malheureusement pas géré, quoi. Le point n'est pas adressé, et c'est à mon sens dramatique, parce que dans 20 ou 30 ans, on s'apercevra qu'on ne sait pas lire la moitié de ces données, peut-être même pas le quart, et voilà, fin de l'histoire. Donc attention à la gestion des formats. Un format, ça s'identifie et ça se valide. Si ce n'est pas au moins identifié, vous ne faites pas d'archivage long terme. Voilà ce que j'avais à dire. Merci Dominique. Voilà, alors les questions, je suis désolé si vous en avez, il faudra que vous les posiez un petit peu à l'extérieur parce que là le temps nous est compté. Oui, alors nous sommes présents sur le stand B72, donc si quelqu'un veut prolonger la discussion, Florent sera avec nous quelques minutes même. Enfin, je ne sais pas si on a le temps. On n'a pas le temps, il faut qu'on libère la plage. Bon. Je suis désolé. Merci à tous, désolé, et donc soyez prévoyants, pensez à long terme en ce qui concerne l'archivage.